Mais deux mots d'abord sur Christine Ferber, qui est une enfant d'ici, de la région colmarienne, le plus beau village d'Alsace, Niedermorschwihr, au-dessus de Colmar, où elle a repris avec son frère l'épicerie familiale pour en faire un des lieux magiques de la création gastronomique à travers les pâtisseries, les confitures, les chocolats, et puis aussi une activité traiteur, etc. Vous aurez d'ailleurs tout à l'heure outre la surprise, mais je vous laisserai, enfin c'est plus une surprise, on en a déjà parlé, mais Christine en parlera, il y a un petit prospectus qui sera remis aussi à la sortie sur la maison Ferber et son histoire assez étonnante de quelqu'un qui est une star mondiale aujourd'hui. Les Japonais viennent en pèlerinage à Niedermorschwihr pour la rencontrer, et qui, notamment, et bien d'autres, mais qui reste attaché à son village, qui aurait pu ouvrir, comme d'autres, des franchises, des chaînes un peu partout, mais qui reste attaché à sa maison et qui diffuse son savoir entre télévision, livres et puis contact direct. Alors, merci Christine d'être venue. Bonjour. Je vous remercie, Bernard, de m'accueillir. Voilà. Alors, célèbre... je me sens pas plus célèbre que cela. Je garde les mains dans la matière. Tous les jours, effectivement, je communique par les télévisions qui viennent, les journalistes aussi. Mais j'aime par-dessus tout mon village et j'ai besoin de mon village et de mes racines, justement pour œuvrer tous les jours. Alors, je suis née dans ce village en 60. J'ai appris mon métier dans une école en Belgique, parce qu'à l'époque, aucun patron ne prenait de femmes en apprentissage. J'ai poursuivi mon enseignement à Paris, à la Maison Pelletier, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent. Monsieur Pelletier a été un de mes maîtres et mon père l'a été aussi. En 80, je suis rentrée dans cette épicerie familiale où j'ai commencé à travailler seule avec mes parents et ma tante à la boutique. Alors, c'était un endroit où peu de voitures passaient, parce qu'en plus, on n'est pas obligé de passer dans notre village pour monter aux Trois Épis, par exemple. Alors, il y avait très peu de monde, et quand je suis rentrée en 80, après mon passage chez Pelletier, mon père m'a dit « Écoute, tu es la 4e génération de boulanger dans notre famille. Moi, j'ai rêvé d'être cuisinier, donc je vais commencer à faire la cuisine. Et tu peux faire tout ce que j'ai fait et faire de nouvelles choses et créer. Il faudra quand même continuer ce que j'ai fait puisqu'il y a une clientèle d'habitués, mais ces gens-là, tout doucement, tu pourras leur faire découvrir autre chose. Voilà, tu peux te mettre à l'ouvrage. » Alors, mon père continuait à faire son kouglof. Et j'ai envie de vous raconter une petite histoire de transmission. À Paris, il y avait de très très belles recettes. Et j'en ai ramené beaucoup à la maison. Des recettes de pâtissiers. Tout était bien pesé, tout était bien dosé. Les mélanges étaient très précis. Parce que quand vous faites des gâteaux, lorsque vous passez le produit au four, vous ne pouvez plus y toucher. Ou ça réussit, ou ça ne réussit pas. Suivant l'attention que vous avez portée dans votre fabrication et suivant la manière dont vous avez chauffé votre four, où vous avez tiré l'oura. Voilà. Et mon père m'a appris le métier autrement. Donc ce fut un bel apprentissage à Paris. Et surtout qu'il m'avait engagée en tant que femme et il m'avait prévenu, vous savez, les femmes, c'est très compliqué. Elles sont souvent très embêtantes. Mais vous êtes une Alsacienne, sérieuse, vous êtes motivée, vous avez gagné le concours de la Coupe de France des pâtissiers, alors je prends le risque. À la maison, mon père devait quitter l'atelier pendant un certain temps. J'avais 36 ans, donc de nombreuses années après. Et je lui ai demandé sa recette du kouglof. C'était toujours lui qui le faisait. Il me répondait « Oh, ça fait longtemps que tu travailles à côté de moi. Tu ne la connais pas encore ?» Je dis « Mais non, tu n'écris aucune recette. Il n'y a aucun ingrédient de noté. » Il dit « Je vais te le donner. » Alors je me suis dit « Oh là là, il a vraiment un bon jour là. Hein, il va me dire tous les ingrédients. » Alors il a démarré 120 grammes de sucre, 50 grammes de sel,
4 œufs, 400 grammes de raisin, 100 grammes d'alcool, du lait, 1 litre de lait. Et il me dit farine en suffisance, levure en suffisance. Alors, je l'ai observé, je lui ai dit mais papa, c'est n'importe quoi. Je veux une recette. Si ça se trouve, tu ne reviendras pas. Je ne saurais pas faire ton kouglof, ton merveilleux kouglof. Il me dit non, non, je te répète la liste. Il a donné la même liste. J'ai pleuré. Je lui dis, tu sais, je pense que tu ne m'aimes pas. C'est pas possible que tu ne donnes pas cette recette à ta fille. Et je ne comprends pas. Il me dit, va faire la recette. Alors, je suis allée voir ma tante, qui lui préparait toujours les ingrédients. Et effectivement, elle m'a dit, tu sais, il ne pesait jamais la farine. Il rajoutait des pelles et il ne pesait jamais la levure. Ça dépendait de si nombreuses choses. Alors, j'ai commencé à faire. Et j'avais en mémoire ce pétrin, sa pâte et les merveilleuses vagues que faisait cette pâte dans le pétrin, cette luisance qu'elle prenait au fil du battage. Et alors, il venait voir, quand les kouglof étaient cuits. Il passait et puis il disait « Ah là, je pense vraiment que tu as mis trop de levure. La texture n'est pas belle. » Un autre jour, il me disait « Mais combien de fois tu le fais fermenter ? La pâte est très courte, elle va vraiment se dessécher. Plus on fait fermenter, on rabat au moins la pâte 3 fois et la texture de la mie sera beaucoup plus souple et le kouglof desséchera moins. » Une autre fois, il m'a dit « Je pense qu'il n'y a pas assez de sel. » Tu sais, le sel, ça permet à la pâte de moins se dessécher et surtout, ça régule la fermentation. Et aussi, ça donne de la couleur au produit. Et une autre fois, il m'a dit « Mais qu'est-ce qu'elle est sauvage, ta pâte ? Est-ce que tu as observé qu'il y a haute pression aujourd'hui ? Et donc là, tu dois mettre beaucoup moins de levure. » Et au fil des mois, il venait me donner un indice. Et un jour, il est arrivé à l'atelier, il m'a dit « Mais bravo, ils sont presque comme les miens. C'est magnifique. » Alors il me dit « Regarde, tu les sens dans cette cheminée, tu sens le beurre. Et la croûte à l'extérieur, elle est merveilleuse, merveilleusement auréolée. Et puis, regarde comme ça craque à l'extérieur, comme c'est moelleux à l'intérieur. Et regarde cette jolie mie. Est-ce que tu as noté ta recette ? » Alors je lui dis, mais je n'ai plus besoin de noter ma recette, elle est en moi. Il me dit, c'est bien, tu as compris le chemin. Tu as tout compris. Et pour chaque produit, il doit en être ainsi. Il faut vraiment que tu rentres dans ta matière. Il faut que tu comprennes comment va le beurre suivant ce que tu lui imposes. J'ai vraiment rejoint Hervé lorsqu'il a parlé de la coupe des fruits. Un fruit, c'est vrai, un fruit, une matière, on la bat, on la frappe, on la coupe. Quelque part, on lui fait du mal. Et ce mal, il faut le lui faire avec beaucoup de douceur. Et il faut vraiment avoir des pensées douces quand on réalise son travail, son exercice de préparation des matières, et les matières vous le rendent. Et quand je travaille, je pense toujours à tous ceux qui vont goûter. J'en parle aussi beaucoup à mon équipe. Et j'essaye, parce qu'on est aujourd'hui nombreux, je travaille avec quand on est au complet, les pâtissiers, chocolatiers, nous sommes 8 à 10 personnes. En confiture, je travaille avec 8 personnes tous les jours, quand c'est la saison des fruits. Et j'essaye de leur dire d'avoir des pensées douces et puis de penser à de bonnes, de belles choses, de penser à bien faire, parce que la matière vous le rend vraiment. Et votre produit sera d'autant plus beau si vous pensez, si vous agissez ainsi. Voilà. Alors, je continue toujours mon travail dans ma cuisine avec la même passion.
Je suis curieuse de ce qu'Hervé nous invente régulièrement. Je n'adhère pas toujours, je ne comprends pas toujours, mais il y a beaucoup de choses qui sont très très justes. Je t'ai vraiment rejoint pour les fruits. Quand on n'a pas le bon matériel, on ne peut pas bien couper ces fruits. On les abîme, on leur fait du mal, ils s'oxydent. Et dans tout mon travail, il y a d'abord une réflexion pour arriver à un produit qui soit très beau, très bon, qui a de belles couleurs, de très belles textures. Et en fonction de ce que je souhaite obtenir à la dégustation, je travaille, je prends un chemin différent chaque fois. Et surtout aussi en fonction de la maturité du fruit, si on parle des fruits. Et je trouve que ma vie est passionnante, ma vie dans ma cuisine est passionnante, parce que chaque jour est un autre jour. Je dis toujours, une matière, tu ne la domines pas, tu ne la maîtrises pas, tu arrives tout juste à l'apprivoiser et il faut que tu restes très humble pour ressortir le meilleur d'une matière et en faire quelque chose de très très bon. Voilà. Merci. Merci beaucoup Christine pour ce témoignage. On était à la limite d'une science un peu de l'improvisation, donc on n'est pas très loin de ce qu'a dit Hervé. On va poursuivre avec cette table ronde qui va nous réunir tous les trois avec quelques questions et notamment sur l'innovation. Je voudrais remercier Christine avec sa voix douce et son énergie prodigieuse. Et Christine qui a une petite surprise puisque des membres de l'Académie vont circuler avec quelque chose que tu as préparé pour nous. Oui, on souhaitait vous faire déguster quelque chose. Alors, on a pensé tout simplement à un macaron. Le macaron, c'est pas très alsacien, c'est plutôt parisien. Encore que Pierre Hermé est alsacien, originaire de Colmar. Et puis, la maison des parents de Pierre Hermé n'est pas loin d'ici. Et donc, on vous a confectionné hier un macaron au chocolat qui est garni d'une ganache au chocolat extra-bitter de Valrhona, un chocolat à 64% de cacao. Alors, il a été confectionné hier parce qu'au départ, un macaron, lorsqu'il est cuit, il durcit toujours. Il faut le fourrer le jour même et le laisser au frais, reprendre l'humidité pour qu'il retrouve son moelleux. Voilà, je vous souhaite une bonne dégustation. Alors, on a aussi choisi le macaron parce que ça ne fait pas de miettes. Et puis, il ne faut pas faire de miettes par terre ici. Voilà. Oui, je connais. Oui. Merci.